Bonjour à tous, une vidéo supplémentaire sur l'intégration par partie, dans ce chapitre d'intégration, pour vous présenter une situation extrêmement classique euh, où on a recours à une intégration par partie alors que ça ne paraît pas si clair que ça au départ. Je veux dire que cette fois-ci, la fonction qu'on va chercher à intégrer ne se présente pas, ou en tout cas pas très visiblement sous forme d'un produit de deux fonctions, vu qu'il s'agit d'une seule fonction, mais une fonction qu'on ne sait pas intégrer parce qu'on n'en connaît pas la primitive. Alors l'exemple le plus standard de ça, c'est l'exemple de la fonction ln. Si on veut calculer une intégrale qui fait intervenir la fonction ln, j'ai pris entre les bornes 1 et 2 pour que ce soit possible, là on est embêté par plusieurs choses. Premièrement, on ne connaît pas de primitive standard de la fonction ln. On en connaît une dérivée, c'est la fonction inverse, mais une primitive de ln, on n'a jamais vu ça, ln n'apparaît pas. Alors, en tout cas, il n'apparaît pas tout seul dans la liste des fonctions, euh, des dérivées de fonctions usuelles. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? C'est quand même rageant, la fonction ln, on sait très très bien la dériver et on ne sait pas du tout l'intégrer. Ben, on va avoir recours à une astuce qui est très très courante, donc qui doit très rapidement ne plus vous paraître si astucieuse que ça. On va s'imaginer que ce ln de t est multiplié par 1. Donc on est en train d'intégrer 1 fois ln de t par rapport à la variable t. Et ça va se faire très facilement à l'aide d'une intégration par partie. Parce que là, j'ai effectivement un produit de deux fonctions, le 1 et le ln. Il y en a une des deux qui est très facile à primitiver, c'est le 1, justement pas le ln, c'est pour ça qu'on a ce problème-là. Par contre, le ln est très facile à dériver, et ça va même, quand je dérive le ln, me simplifier la vie. Donc là, c'est vraiment une situation très standard d'application de l'intégration par partie. Je vais poser u, donc ça va être ma fonction ln à dériver, et mon v', ça va être le 1 que je vais primitiver. Donc la dérivée de u, c'est la fonction inverse. Comme primitive de 1, je choisis t, je pourrais choisir t plus 28, ça ne changerait rien, mais comme 95 fois sur 100, je vais choisir une constante de u. Je précise que u et v sont de classe C1, et je vais donc pouvoir appliquer la formule d'intégration par partie, qui me dit que mon intégrale que je suis en train de calculer, c'est t fois ln de t. Je vous rappelle, je les écris toujours dans cet ordre-là, donc on lit le u et le v de manière croisée là sur mes deux accolades. Donc t fois ln de t à évaluer entre 1 et 2, moins l'intégrale de, et donc là, ce qu'il faut dans cette deuxième intégrale, c'est u' et v, ça fait t fois 1 sur t. Et on va voir qu'ici, on a une intégrale qui devient très facile à calculer. Donc, t ln de t évalué en 2, évalué en 1, ça pose aucun problème. Et pareil, l'intégrale de 1 à 2 de t fois 1 sur t dt, ça fait l'intégrale de 1 à 2 de 1, ça fait 1. Et donc voilà comment ça se passe. J'en profite pour faire une petite remarque pour l'intégrale d'une fonction constante, l'intégrale de 1 entre les bornes 1 et 2. Je lis souvent dans les copies, et c'est pas incorrect, hein, c'est légitime, je lis souvent une primitive de 1 c'est t, donc on met un t entre crochets, la borne 1, la borne 2, on évalue et voilà. Alors on peut aussi voir les choses de manière un peu plus rapide. Une fonction constante, quand je regarde son intégrale, en fait c'est juste la largeur de l'intervalle fois la constante. On peut très bien se représenter ça en s'imaginant que la fonction constante, elle crée un rectangle entre les deux bornes, et donc entre l'axe des abscisses et le graphe de la fonction. C'est un rectangle qu'on est en train de mesurer. Donc l'air, c'est la largeur fois la hauteur. Alors évidemment, il faut garder le signe de la constante pour que le résultat soit positif ou négatif suivant les cas. Mais on peut voir ça voilà, assez facilement sans avoir besoin d'écrire explicitement qu'une primitive de 28, c'est 28t. Voilà, ça c'était pour cette remarque. Le cœur du propos, ça reste donc ce calcul d'intégrale de ln en voyant l'astuce de multiplier, s'imaginer qu'on a une multiplication par 1 qui ne change rien bien sûr. Alors ça peut également être fait pour calculer une primitive de la fonction ln. On peut le faire en s'imaginant faire
l'intégrale de 1 à x, un x quelconque, au lieu de faire de 1 à 2, ou alors directement, comme je vous l'ai présenté, avec le symbole intégral, juste pour dire une primitive de ln de t. Et là, on voit qu'on a cette formule d'intégration par partie qui fonctionne exactement de la même manière, juste on n'écrit pas les bornes. Une primitive de ln, c'est t fois ln de t, moins une primitive de 1. Donc c'est exactement les mêmes fonctions u et v' qui nous permettent d'écrire ça. Et donc t ln de t, c'est t ln de t. Et comme primitive de 1, je choisis par exemple t. Je pourrais pareil prendre t plus 3 si ça m'intéresse. Voilà, je vous donne tout de suite un deuxième exemple d'application de cette astuce. Deuxième exemple classique de fonction qu'on ne sait pas du tout primitiver parmi les fonctions que vous connaissez, c'est la fonction arctangente. Une fonction comme ça, on ne sait pas du tout la primitiver, on sait très bien la dériver. Donc je vais faire sur le même principe une intégrale de 0 à 1 et puis on verra après comment on peut aussi directement calculer une primitive de arctangente. Si j'intègre entre 0 et 1 cette fonction, j'imagine qu'elle est multipliée par 1. Je vous invite d'ailleurs tout de suite à faire pause et à essayer le calcul par vous-même, vous vérifierez après si vous avez la même chose que moi. Donc là j'ai mes deux parties, le 1 et le arctangente de t. Je vais primitiver le 1, ça c'est très facile. Je vais dériver arctangente, ça c'est ça que je sais faire. Et du coup tout va bien se passer. Donc arctangente c'est mon u à dériver, 1 c'est mon v' de t à primitiver, et j'obtiens 1 sur 1 plus t carré comme dérivée de arctangente, et v de t égale t comme primitive de 1. Là encore, j'ai choisi la constante d'intégration de v. On précise bien toujours que u et v sont de classe C1, et on applique ensuite le théorème d'intégration par partie. Donc j'ai t fois arctangente de t, le u fois v, à évaluer entre 0 et 1, moins une intégrale qui va devenir assez facile à calculer. C'est t sur 1 plus t carré. Je vous laisse vous convaincre qu'une primitive de t sur 1 plus t carré, c'est 1 demi de ln de 1 plus t carré. Donc le coefficient 1 demi, on le rajoute pour voir apparaître une expression de la forme u' sur u. Donc t sur 1 plus t carré, c'est 1 demi de 2t sur 1 plus t carré. Je vais essayer d'écrire le détail si vous avez besoin. Et bien sûr, n'hésitez pas à écrire une ou deux lignes de plus dans un calcul pour être sûr de vous sur une copie. C'est toujours, ça ne nuit jamais. Voilà, donc ce calcul est facile à terminer. On a pris sur 4 moins ln de 2. Et on a donc calculé l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction arctangente qui, a priori, n'était pas du tout évidente à primitiver. D'ailleurs, si on veut en calculer une primitive, il suffit de faire exactement la même chose, par exemple entre 0 et x, et vous trouverez une primitive en fonction de x, ou alors simplement avec la notation intégrale pour le calcul de primitive sans borne. Donc l'intégrale de arctangente, je vais avoir la partie t fois arctangente de t, moins l'intégrale de u' fois v, c'est-à-dire de t fois 1 sur 1 plus t carré. Même jeu que tout à l'heure, comme primitive de t sur 1 plus t carré, moyennant un petit facteur 2 à rajouter et à compenser, je choisis 1 demi de ln de 1 plus t carré. Donc voilà pour cette astuce. Quand vous avez une fonction qui est facile à dériver, mais difficile à primitiver, vous pouvez avoir recours à une intégration par partie en vous imaginant qu'il y a un fois 1 dans l'intégrale, et en choisissant comme partie le 1 à primitiver et la fonction à dériver.